Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1 – Classification et procédés méthodologiques sur la catégorie de temps. Proposition d'après la lecture du Kairos de Cornelius Castoriadis. Antigone Mouchtouri. D'origine grecque, mais écrivant en français, Cornelius Castoriadis reste d'actualité à notre époque car ses concepts décrivent des aspects qui aident à la compréhension de notre monde actuel. Ce penseur, grâce à sa formation initiale et sa sensibilité intellectuelle, a pu aller plus loin, hors des cadres de son environnement social constitué par l'establishment, et rompre avec les lectures très étroites concernant les relations humaines et le rapport de l'individu avec son univers social. C'est pour cela que revenir sur ses apports à une période de transition est nécessaire, afin de pouvoir enrichir la sociologie, tant au niveau des catégories qu'à celui des objets sociologiques. Georges Ballandier disait, 1971, que la société n'est pas achevée. On peut dire la même chose pour la sociologie et qu'à chaque fois que de nouvelles réalités sociales apparaissent, alors l'horizon de la pensée sociologique se déplace. C'est une façon de réfléchir en sociologie sur le continuum. La sociologie depuis le XIXe siècle s'est développée dans un cadre national, avec ce qui était en apparence stable dans un état-providence. Mais avec la globalisation, elle apparaît davantage en mouvance. La globalisation n'est pas exclusivement formée par les câbles techniques, mais se caractérise également par diverses opérations mentales sous forme de dissociation et de décentrement. Alors les divers modèles explicatifs deviennent presque obsolètes et surtout inopérants. Tout ce qui peut être fondamental dans la vie en société peut être objet de transition. Cette dernière est représentée par une action qui se termine et une autre qui commence. On peut faire les constats qu'au niveau du contenu de la transition qui se produit essentiellement sur le plan institutionnel, on est passé de la forme d'État-nation à celle d'État-service, qu'au niveau des technologies, on a connu une accélération des communications immédiates qui a eu pour conséquence une modification du temps et de sa perception. Autre chose importante à signaler dans cette période de transition, c'est la globalisation, ou la pensée planétaire pour reprendre l'idée d'un autre philosophe grec, Kostas Axelos, et cela va provoquer l'errance flux-migration-déplacement des populations. Comme aurait dit Castoriadis, c'est une question de Kairos. Ce philosophe nous a sensibilisés à ce thème déjà traité en partie en sociologie dans la notion du contexte, mais en lui donnant une plus grande ampleur. Ainsi, pour lui, la transition s'effectue à travers l'héritage du passé, mais il est d'avis que la pensée héritée appartient avant tout à la société qui l'a produite et que dans une période de transition, l'homme est capable d'innover et d'avancer en créant de nouvelles choses, ce qui le rend autonome vis-à-vis de son passé tout en conservant l'héritage de sa pensée. Cette notion est un élément constituant de l'œuvre de Castoriadis qui comporte la temporalité, ainsi que le kairos qui élargit la notion du contexte en l'écartant de l'historicisme. Sa lecture du kairos fait appel à l'imaginaire pour expliquer sa puissance et son potentiel, et ainsi nous aider à affronter de nouveaux questionnements. Il est nécessaire d'y introduire l'imaginaire pour mieux comprendre son impact sur l'action, qui elle-même est désignée par une temporalité dynamique. En effet, l'imaginaire est défini par cet auteur comme potentiellement inventif. En lui attribuant une dimension créatrice de l'être humain, il a bousculé la lecture dogmatique du marxisme et a également rompu avec l'imaginaire collectif considéré comme un état symbolique qui enferme l'individu social dans une lecture et une interprétation soumises à la suprématie de l'anthropologie culturelle. Dans ses écrits sur le temps, il donne à l'expérience un statut social où l'imaginaire est un moyen et joue un rôle essentiel dans les significations attribuées aux actions, car il s'inscrit dans une réflexivité circulaire. C'est pour cela d'ailleurs que la définition qu'il a donnée à l'imaginaire devient plus complexe que celle qui lui a été jusqu'ici attribuée. Au niveau politique, c'est une puissance à la fois dans les mains de l'institution qui est manifestée dans l'imaginaire institué, mais également chez l'acteur qui constitue l'imaginaire instituant. Ceci en intégrant le potentiel de l'être social pour comprendre ce qui se passe autour de lui, avoir du discernement et pouvoir agir en conséquence. Ainsi, il renoue avec une lecture néo-aristotélicienne du temps au sens de la dynamique, car le stagirite définissait le temps comme un paramètre qui nous permet de comprendre le mouvement transformateur.
La question du potentiel, comme capacité de l'être à réagir selon les circonstances, a permis de considérer l'étang de l'individu social, qui ne sera plus soumis entièrement au contexte mais qui peut s'en dégager et ainsi l'utiliser en sa faveur et même le modifier. Cette lecture des relations existantes entre individus et société nous permet d'expliquer la formation des conduites sociales et celle du jugement. L'interrogation qui est posée est de savoir comment ce principe, en l'occurrence le kairos, pourrait entrer dans une logique opérante, dans un processus d'opérationnalisation ? Que faut-il faire pour passer d'une catégorie à des classifications ? Ceci, allant d'une réflexion sur la réalité à des catégories au sens épistémologique, pour passer ensuite à une classification des expressions afin de pouvoir les mobiliser dans les enquêtes de terrain. D'autre part, comment faire évoluer une science en intégrant de nouvelles réalités et des concepts pour interpréter celles-ci ? Quels seront les procédés méthodologiques qui pourront jouer un rôle au niveau de l'opérationnalisation, pour que cette catégorie puisse devenir une grille de lecture du terrain ? La société actuelle, caractérisée par la globalisation, pose des interrogations sur l'intégrité de la réflexion et nous amène à nous orienter sur la nécessité de l'établissement d'une typologie des faits sociaux selon l'évolution de la société. En effet, il est difficile de comprendre et expliquer en recourant aux concepts de la fin du XIXe siècle ou à ceux des chercheurs du siècle précédent. Car le contexte des catégories et classifications répondait à une réalité circonscrite par un État-nation qui, en apparence, est stable et statique. D'autre part, l'école française a toujours mis l'accent sur les faits et pas vraiment sur les processus. D'autant plus qu'à l'époque, les sciences sociales se sont inspirées de la biologie pour créer les catégories. La première réponse était d'établir, selon des règles morales, des termes normatifs. Le propre des sciences, autant humaines, sociologie, anthropologie que pure, biologie, physique, est d'essayer de comprendre des données du vivant que l'on ne connaît pas jusqu'au moment où on les constate. On ne peut appréhender ni leurs interactions ni leur complexité. Cependant, la particularité de la sociologie par rapport à la biologie par exemple, se situe dans le fait que la réalité des phénomènes sociaux est plus difficile à appréhender puisqu'on ne peut pas réaliser de restitution du réel dans un laboratoire. La particularité de l'être social réside en ce que ses conduites sont dans une possibilité de modification, et se construisent et se déconstruisent. Ce n'est pas une connaissance donnée une fois pour toutes. C'est pour cela que les grandes théories nomothétiques peuvent fonctionner durant une période, mais ne peuvent durablement être opérationnelles. Les lois sur la génétique de Mendel demeurent toujours applicables mais pour le biologiste actuel, l'évolution de la technique lui a permis d'affiner et corriger certaines observations erronées du passé. Tandis qu'en sciences humaines et sociales, les techniques n'ont pas amené à une plus grande connaissance des relations sociales de l'être humain comme être social, mais ont au contraire permis de développer d'autres domaines de recherche, plus particulièrement sur la façon dont les techniques interviennent dans la vie sociale et jouent un rôle sur la modification de certaines conduites sociales. Par ailleurs, dans cette interrogation constante sur les catégories, les classifications et la méthodologie, on définit aussi le rôle de la sociologie de la connaissance, comme l'a signalé Francis Farrugia dans son livre Le terrain et son interprétation, critique et perspective. D'une position épistémologique critique et déconstructiviste au regard du savoir établi de l'établissement scientifique, tout autant que de la connaissance ordinaire et de la connaissance morale, Farrugia 2005/13. À propos de la classification du temps. Pour passer de la simple observation ou de l'empirie à une lecture universelle d'un phénomène, il faudrait bien aller vers cet acheminement, qui est la construction de la catégorie. Cette démarche, forcément, touche l'épistémologie dans laquelle la sociologie va bien se structurer à travers la philosophie sociale où elle se ressource. On ne peut pas se référer à ce terme de catégorie, sans tenir compte de la manière dont Aristote le voyait constitué. Il a créé la base de la taxinomie de son époque et ainsi pour des siècles. Il la définissait par la substance, la qualité, la quantité, le lieu et le temps. Et nous pensons que ce dernier est la catégorie la plus problématique. En effet, parmi toutes les autres, c'est celle du temps qui a été la moins débattue en sociologie, tout en restant une préoccupation sociologique comme chez Norbert Elias et Halbwachs ou Gurvitch,
mais elle n'a pas pu passer du stade de paramètres dont tenir compte à celui de catégorie qui pourrait devenir une grille de lecture. C'est pour cela que nous tenterons de la promouvoir comme une catégorie avec des classifications, et que nous proposerons même des outils d'investigation afin qu'elle devienne une grille de lecture. Pour ce faire, nous allons nous baser sur l'utilisation qu'en a faite Castoriadis. C'est pour cela que nous allons mettre en perspective la dimension temps, tout en nous interrogeant sur comment il peut être effectué. En ce sens, nous l'avons déjà signalé, nous allons opérationnaliser les présupposés philosophiques sociaux du temps tels qu'ils ont été développés par cet auteur. On y ajoutera l'approche aristotélicienne. Sa démarche n'a pas fini d'apporter des réponses à nos interrogations au niveau de la construction du savoir, qui était à la fois basée sur la comparaison et le raisonnement logique, sans négliger l'induction et le syllogisme dans la formation de catégories. Aristote part du principe de la distinction entre étant et opinion, pour créer une catégorie. En effet, une notion pour devenir une catégorie doit construire une unité, un ensemble, et obéir à quelque chose de plus élargi, semblable à l'étant. D'autre part, le philosophe britannique Bertrand Russell s'est préoccupé d'une manière structurante de ce sujet, en parlant de la catégorie comme d'une proposition issue d'une démarche logique qui renvoie à un système. Il a mis l'accent sur le principe de la confusion des sphères qui catégorisent par opposition ou par jugement. Ce qui n'est pas incompatible avec Aristote, qui exige de définir en catégories avec des critères. Dans nos recherches sur le temps et le jugement social, nous avons observé qu'il y avait 5 catégories de déplacement noétique: le temps additionnel, le temps d'oscillation, le temps limité, le temps intermédiaire, le temps du devenir ou de projection, Mouchtouri 2014/30. Cette division nous a permis d'observer, au niveau du jugement social, la possibilité et potentialité qu'a l'individu d'avoir des déplacements noétiques, et nous avons voulu démontrer également qu'à l'instar de l'espace, nous sommes amenés à constater que le jugement social ne peut pas exister sans la notion du temps. En revanche, cette analyse nous permet de comprendre les relations intrinsèques entre jugement et temps, mais il reste tout de même une lecture plus sociologiquement opérationnelle à amener. En prolongement de nos recherches sur la notion de kairos, il nous est apparu sociologiquement parlant comme une catégorie à développer afin de pouvoir l'opérationnaliser. C'est elle qui a d'ailleurs donné un réel statut à l'expérience, au-delà des définitions de base sur la motricité. C'est pour cela que catégories et procédés méthodologiques ne peuvent être interrogés ensemble, au risque d'en rester à une connaissance approximative. Sur quoi cette nouvelle typologie est-elle fondée? Castoriadis divise le temps en 2 dimensions. Celle qui nomme le temps social historique est pensé dans le processus comme un contexte, mais aussi comme une manière d'agir. Cette approche s'éloigne du simple contexte comme cadre, et nous amène à une lecture où le kairos arrive à créer un mouvement d'interaction entre l'individu et la société, entre le tout et l'un, la partie. Plus précisément, ce temps identitaire égale temps institué égale chrono égale mesure du temps égale activité sociale, travail, fête, etc., égale le temps du faire social, Castoriadis 1975. En d'autres termes, cette dimension-là nous permet de cerner l'impact de l'institution au sens générique à travers la formation de l'imaginaire, du temps social. Ce qui permet à l'individu de passer de l'être singulier à l'être collectif, c'est-à-dire de devenir un individu social. Ce rôle du temps, l'être humain en fait l'expérience sociale car il vit durant une époque donnée. Cette définition de la dynamique temporelle nous permet de comprendre que, dans l'exemple de l'identité sociale, celle-ci dépend de l'époque historique et plus précisément, de l'imaginaire et des significations instituées. Néanmoins, Castoriadis attribue une possibilité à l'individu de se libérer de l'imaginaire institué avec ses significations par la possibilité et la puissance de l'imaginaire créateur. Ce dernier façonne le kairos en permettant une possibilité d'action. L'autre dimension du temps, c'est le kairos. Ce dernier se définit par un temps égal à un instant critique, un temps propice à prendre une décision et un instant, une opportunité d'agir. Nous sommes dans un temps instituant, et aussi celui de l'acteur qui pourrait dans ses conditions de vie, réagir et ne pas subir uniquement le temps institué. Ainsi,
Il renoue avec une lecture dynamique du temps aristotélicienne et aussi d'Hippocrate. Pour Castoriadis, le kairos définit le moment propice, la rupture, mais aussi l'autocréation, voire logique du projet révolutionnaire, plus précisément comme il l'écrit, kairos, moment de décision, occasion critique, conjoncture dans laquelle il importe que quelque chose soit fait, soit dit. Castoriadis 1977/8. Le kairos comme objet classé. Qui peut définir les objets à catégoriser, et ensuite les classer? C'est là-dessus que la relation entre philosophie sociale et sociologie devient étroite. La classification est basée sur la similarité et dissimilarité, et chaque classe est définie par rapport à la proximité de cet objet en groupe correspondant. On pourrait dire qu'il y a un algorithme dans le classement, car on va regrouper des objets qui sont proches afin de pouvoir créer une nouvelle classe. Il y a quelque chose à la fois d'infini mais aussi de fini, car si l'on peut classer longtemps, cela veut dire que toutes les choses n'en finissent pas d'être classables et aussi que chaque fois qu'on classe, il y a une fin car on crée un nouveau groupe. D'autres chercheurs parlent de mise en ordre, de systématisation de cette dernière. Cela veut dire que nous sommes dans un amas de données et qu'on ne sait pas quoi en faire. La classification, la mise en ordre contiennent déjà une possibilité d'interprétation. L'importance de la classification dans la construction du passage de l'expérience ou de l'acte à un concept à mobiliser implique de pouvoir comprendre et analyser la réalité sans faire de spéculation ni d'approximation. Comment peut-on rendre opérationnelle la notion de kairos? Pour répondre à cette question fondamentale, nous devons revenir sur la signification qui lui a été donnée. Le kairos, c'est Aristote qui le premier en a parlé, de cette division du temps par rapport au maintenant qui se définit par un avant et un après par rapport à ce qui était avant et ce qui va venir. Dans son livre Physique, du chapitre 3 au chapitre 8, ce philosophe définit la dimension temps comme un instant mesuré par ce qui est antérieur ou postérieur, Physique 4 219b, par rapport à la notion de l'avant et de l'après, entre ce qui est nombré et ce qui nous sert à nombrer, mais aussi comme la dynamique, la kinésis, le mouvant et le mu. Pour ce philosophe, le maintenant devient un sujet qui n'est pas fixe. Il l'explique en le rapportant au discours contemporain comme une conscience de la dynamique temporelle du présent. Castoriadis s'est inspiré des philosophes grecs et a lui-même élaboré sa propre théorie, en une lecture plus contemporaine, répondant aux interrogations de son époque, et en nous présentant deux dimensions, le temps social historique et le kairos, le moment opportun. Pour les Grecs, dans l'Antiquité, la notion d'histoire n'était pas une préoccupation et n'exprimait pas leur conception du monde. Néanmoins, elle a traversé 2 siècles dans l'histoire du monde occidental, donc forcément, elle répond indirectement aux préoccupations du monde contemporain en exprimant ses propres conceptions. Pour cela, on peut dire que Castoriadis, sans parler directement de conscience, nous parle de l'extérieur, monde social, et de l'intérieur, monde psychique, c'est-à-dire que pour lui, il y a conscience du temps comme expérience, grâce aux significations données, soit par les institutions, soit par l'acteur lui-même. Ce qu'il nous dit dans son analyse sur le temps social historique démontre que l'individu peut être influencé ou modifier sa conduite, qu'il est lui-même conscient de l'expérience qu'il est en train de vivre. Sinon, sa conduite ne pourra pas s'inscrire dans un processus de modification. D'où l'importance qu'il accorde à l'imaginaire qui lui permet d'avoir du discernement et de réfléchir sur le moment propice, sur ce qui est et ce qui n'est pas. Par ailleurs, à propos du kairos, comment peut-on définir le moment opportun? Cette notion peut être davantage comprise par rapport au posteriori, car ce dernier donne à l'individu la possibilité de comprendre l'antériorité des actions, ce qui lui a permis de donner aux choses leur importance ou de pouvoir agir. Le bon moment pour agir, on le voit dans l'action, le N' permet de mieux comprendre le N. Castoriadis reste sur une dimension dynamique, autrement dit physique du temps. L'individu est en interaction, il y a une interinfluence, mais aussi un moment T, l'instant où l'individu peut créer quelque chose de nouveau. Pierre Aubanque, qui a travaillé sur la prudence chez Aristote, associe le kairos, relation avec la phronésis, Aristote 1968, et le discernement, qui ne peut être que dans la moyenne et non dans l'excès. Ceci est une lecture moraliste qui ne met pas en relation directe, comme on l'a déjà vu, l'individu social avec l'environnement social. Tandis que dans cette interaction évoquée par Castoriadis,
La conduite sociale est posée non comme la résultante d'un acte de soumission au contexte ou une action morale, mais surtout comme la capacité créative de l'être humain. On peut signaler que ce n'est pas la première fois dans la pensée sociologique qu'on a parlé du rôle du contexte. En effet, les interactionnistes l'ont mis en avant dans la formation de la conduite sociale. Des sociologues comme G.H. Mead, 1963, et Schutz, 1987, ont mis l'accent sur l'imprégnation du sujet des différentes réalités qui les entourent au point de réagir selon les circonstances et le contexte social. Le sociologue H. Garfinkel a davantage parlé, dans le développement de l'ethnométhodologie, de cette dimension pragmatique des relations de l'individu avec son environnement social. Cette approche pose des questions épistémologiques concernant cette relation privilégiée, car elle part du principe que l'individu social est une personne normée. Nous nous demandons donc jusqu'où va cette imprégnation ? Nous sommes face à une hypervalorisation du contexte, où l'individu est soumis à un cadre. Ceci dit, la question est posée. Qu'est-ce que l'individu fait de ses potentialités ? Comment peut-il réagir face aux propositions que lui fait la société ? La manière dont Castoriadis conçoit le temps donne des réponses à ces questions. Car pour lui, le kairos est le temps pour faire. Il ne conçoit pas un être humain complètement dépossédé de la possibilité d'action selon ses propres préoccupations. C'est pour lui un être capable d'innover, de comprendre, de prendre une décision. Ce n'est pas l'homme rationnel de R. Boudon, c'est l'homme ayant un potentiel qui, selon le kairos, peut se développer car ce dernier est le mouvant qui fait apparaître ce qui existe de manière sous-jacente chez l'individu. C'est pour cela que sa théorie est complexe, à la fois phénoménologique, constructiviste, tout en intégrant une approche dynamique au sens physique. Chez Castoriadis, nous sommes face à un être humain ayant un potentiel créatif et un environnement qui peut être propice ou pas. En d'autres termes, nous avons devant nous une articulation constante entre l'interne et l'externe, d'où l'importance capitale qu'il accorde à l'imaginaire. À propos des relations du kairos et de l'imaginaire. Ce qui a élargi cette notion du temps par rapport à la dimension morale telle qu'elle a été développée jusqu'à maintenant, c'est la puissance de l'imaginaire. L'imagination est la capacité de poser comme réel ce qu'il ne l'est pas. Castoriadis, 1977/44. Pour que l'individu réponde aux exigences au moment propice du kairos, il doit avoir un certain discernement et un imaginaire créatif. D'ailleurs, l'auteur attribue une étroite relation entre création et kairos. Il distingue dans la création deux aspects. 1. La création-imitation qui est davantage définie par l'imitation qui renvoie au temps identitaire et 2. La création-rupture, temps véritable de l'explosion, de l'éclatement, de l'émergence, temps de l'altérité-altération. Castoriadis, 1975/293. Une autre notion importante qui crée aussi une conduite, c'est l'autonomie versus hétéronomie qui est considérée comme autonome. La société autonome est celle qui a créé une société, celle dont les institutions sont son œuvre propre et son propre produit, qu'elle puisse remettre en cause et changer. Avec cette nouvelle dimension, l'acteur devient davantage responsable de ses actions et celles-ci s'expriment à travers l'imaginaire instituant. Selon ce philosophe, jusqu'au XIe siècle, l'individu social avait une conception grecque des règles, c'est-à-dire que ces règles de la société ne bloquaient pas l'individu dans son épanouissement et étaient même un signe de civilisation. Après cette période historique, elles ont été considérées comme une pesanteur sur l'individu social. Ensuite, les sociétés ont enfermé l'individu et construit des significations au niveau de l'imaginaire, ce qu'il appelle les significations instituées. Mais bien que l'imaginaire instituant soit occulté, cela ne signifie pas qu'il n'existe pas. D'ailleurs lui-même explique ce qu'il entend par ce terme. L'imaginaire dont je parle n'est pas image de. Il est création incessante et essentiellement indéterminée, sociale, historique et psychique, de figures forme-image, à partir desquelles seulement il peut être question de quelque chose. Castoriadis, 1975/7. Dans l'imaginaire comme tel, Castoriadis, 2008, selon Arnaud Thomès, qui a réuni et commenté les textes, Castoriadis définit l'imaginaire comme une fonction et une puissance créatrice. L'imaginaire se décline comme une puissance pour représenter un monde, mais aussi pour faire, au sens d'action. Il divise l'imaginaire comme une capacité de création et d'innovation, et aussi comme un magma de signification.
Cela nous rappelle le principe de Hume qui nous dit que la différence entre l'animal et l'être humain est que ce dernier innove. Castoriadis, en insistant dans ses analyses sur l'importance de l'imaginaire, notamment en le divisant en imaginaire institué et instituant, a démontré la complexité des relations humaines et aussi des actions. En effet, ce qui est très fort chez cet auteur, c'est qu'en donnant le pouvoir à l'imaginaire, il a été obligé de lui donner une étendue beaucoup plus élargie que celle que les autres sociologues lui donnaient à cette époque. En sociologie, on a beaucoup parlé des représentations sociales. Ces dernières, pour Chambard-Delaux, sont des modèles guides et, selon Moscovici et ses disciples, une donnée stable au niveau cognitif. Dans la majorité de leurs écrits, ils ont fait une lecture de l'imaginaire davantage comme une technique d'imprégnation que comme un moyen d'innovation. Si pour ces auteurs les représentations sont devenues un objet à part entière d'étude, pour Castoriadis, elles ne sont qu'une partie de l'imaginaire. En revanche, Castoriadis perçoit la formation de ce dernier dans une relation intrinsèque avec le temps social historique. C'est pour cela qu'il a donné la priorité à l'articulation entre kairos et imaginaire. Ainsi, ce dernier a le pouvoir de se nourrir et d'interagir avec le monde extérieur, d'innover et de créer de nouvelles situations. Car l'imaginaire dépend du kairos, comme nous le constatons lorsqu'il développe la dimension sociale historique, dans son livre Figures du pensable 1999. Le social historique est avant tout la spécificité phénoménologique des formes qu'il a créées et à travers lesquelles il existe. Les institutions, incarnation des significations imaginaires sociales et leurs produits concrets, leurs porteurs et reproducteurs, l'individu vivant en tant que forme sociale historique. Plus important toutefois, le social historique est la forme ontologique qui peut se mettre elle-même en question et cette activité autoréflexive, s'altérer explicitement. Castoriadis, 1999/264. Cette créativité du kairos ne peut être saisie d'une manière indissociable de l'imaginaire, car selon la définition de Castoriadis, ce dernier est la source de la créativité. D'où l'importance de l'imaginaire car il inclut aussi le discernement au niveau du jugement que l'acteur doit posséder pour analyser et intervenir au moment propice. Ainsi l'imaginaire crée des choses. Il renoue avec Aristote sur l'imaginaire créateur. C'est un très bon exemple lorsqu'on constate qu'au niveau des classifications de l'imaginaire, la dimension créatrice a été délaissée en sociologie comme Edos a étudié. Celle-ci nous pose des interrogations sur qui décrète que ce qu'on trouve dans nos recherches est valable et important à classer, afin de construire une grille pour analyser la réalité sociale. Nous constatons d'ailleurs que certaines notions dans l'histoire des idées, qui ont été délaissées au profit d'autres sans explication bien argumentée. Cela ne veut pas dire qu'elles ne sont pas importantes, au contraire, mais que par leur dimension énigmatique, elles ont été considérées comme inutiles pour cette période historique. Il semble qu'il y ait un esprit d'accommodement au niveau de la connaissance et de la construction du savoir, voir Thomas Kuhn, 2008. Reste tout de même à s'interroger sur comment opérationnaliser le concept de Castoriadis, le kairos. Les procédés méthodologiques sont un ensemble de règlements et d'outils à appliquer sur le terrain. Une question actuellement se pose. Comment faire rentrer de nouveaux objets, passer de l'empirie à la conceptualisation? Comme on l'a déjà signalé, le concept de kairos chez Castoriadis, pour ne prendre que ce cas de figure, nous interroge sur la manière de passer d'un concept à une construction de catégories, de même que comment le classifier afin de pouvoir le mobiliser et l'appliquer sur le terrain et le lire et l'interpréter. La question actuellement est de savoir comment peut-on enrichir les catégories actuelles afin de comprendre et cerner de nouvelles conduites sociales, tout en y associant une méthode. Nous voudrions aussi démontrer qu'il faut partir du principe qu'il existe une relation intrinsèque entre la construction des catégories et celle des procédés utilisés, pour pouvoir cerner une nouvelle situation ou réalité sociale. À propos des procédés méthodologiques. Pour faire face à la confusion dont le philosophe anglais Roussel parlait, les réflexions sur les procédés méthodologiques se sont imposées. Car si une notion qui a tout pour devenir une catégorie exprime une unité, un ensemble, il peut y avoir des classifications comme celle de Kairos,
pour lesquels, afin qu'elles deviennent une catégorie sociologique, nous devons chercher la méthode la plus adéquate, sans quoi il n'y aura pas d'opérationnalité. C'est pour cela qu'on doit réfléchir sur les procédés méthodologiques, et aussi choisir les outils d'investigation. La problématique des procédés méthodologiques est posée d'une manière cruciale depuis l'Antiquité. Hérodote mettait en avant l'observation qu'Aristote a tellement développée qu'il a créé les bases de la science. Pour lui, il n'y avait pas mieux que l'observation et la comparaison, mais en élaborant des schémas de taxinomie. C'était la meilleure façon d'explorer d'une manière ingénieuse le monde du sensible de la vie sociale. Cependant, on constate que le centre de gravité jusqu'aujourd'hui a été différent selon les époques. Actuellement, la lecture de la réalité s'est bien complexifiée avec la globalisation des conduites, car cela nous pousse à situer la recherche entre le différentiel et l'universel. En d'autres termes, toute méthode peut être dépassée et tout chercheur a en charge de réfléchir et de secouer l'imitation routinière qui semble peser sur les travaux sociologiques. Les procédés méthodologiques demeurent une problématique à part entière au niveau épistémologique et posent beaucoup de questions, tant sur leur validité que sur leur opérationnalité pratique. Ces interrogations sont d'autant plus pesantes que toute méthode doit se renouveler pour pouvoir cerner l'évolution des différentes transformations sociales, mais aussi pour cerner de nouvelles réalités perçues. Mais ce qui précède reste comme un modèle offert à la critique pour pouvoir innover. Quelles que soient les conséquences du contexte intellectuel, la méthode doit toujours respecter la réalité sociale. Les procédés méthodologiques mis en place permettent de comprendre les faits, leurs causes, de développer l'étiologie de leur existence et de conceptualiser l'empirie. L'interrogation fondamentale reste toujours pertinente. Comment utiliser un procédé méthodologique en allant au-delà de la réalité perçue immédiatement ? C'est-à-dire amener l'étude au-delà des contours et capter la vivacité des faits réels, en cernant ainsi la dynamique sociale, le continuum. Pour ce faire, il faudrait rompre avec une lecture figée et stéréotypée des phénomènes sociaux, car il ne s'agit pas de critiquer une méthode comme valable ou pas, mais d'examiner la nécessité d'un procédé méthodique qui peut cerner le phénomène social dans son processus de formation. D'ailleurs, les sociologues peuvent être critiqués comme les historiens qui écrivent l'histoire selon leurs fins politiques. Pour cela, la recherche sur les procédés méthodologiques ne peut qu'être écrite constamment. Ainsi, l'interrogation sur comment observer une réalité n'est pas suffisante pour comprendre son évolution. L'anthropologue Jean Guiard, 1970, a démontré dans son article, d'une manière assez farouche, qu'il s'agit d'un secteur protégé. Il avait même parlé de réalité fantôme, critiquant vivement les ethnologues du terrain en leur reprochant d'inventer une réalité. Car selon lui, l'universitaire s'adresse avant tout à ses pairs, donc il y a un contrôle et une autocensure qui s'exercent par le milieu dit scientifique. Ce qui peut semer la confusion et induire quelques compromis, mais néanmoins, malgré les raccourcis, on peut dire que parfois la réalité sociale est réinvestie et élaborée par le chercheur. En effet, la même critique peut être exprimée envers le sociologue qui vit dans un milieu protégé en fréquentant des milieux complètement opposés pour des raisons idéologiques, ou pour s'aligner sur un moule intellectuel. En partageant cette critique, nous en venons à considérer également les propos tenus par Thomas Kuhn sur le rôle des acteurs représentants d'une science normale. Hormis cette compétition des intellectuels, il y a un autre paramètre, la société en transition, qui peut nous amener à nous interroger sur la validité des outils. Cette période de transition nous permet de reconsidérer ces hypothèses et de créer quelque chose de plus solide, proposé comme grille de lecture sur le terrain. Comme Castoriadis aurait dit, on doit donner une réponse en mettant l'accent sur le temps kairos. D'autant que ce terme peut devenir une entité abstraite, car on observe une coexistence et une coextension entre extension, ce qui est, et intention, ce qui définit un concept, ce qui est un principe pour créer une catégorie. De l'empirie à la rationalisation des procédés. Dans la formation des procédés, il y a toujours une recherche de l'universel qui est le principe de la viabilité du procédé. Ainsi, sur le plan méthodologique, les procédés incluent une intégration des démarches et des règles où l'objectif de la méthode est déterminant.
ceci concernant d'une part les critères de choix d'un terrain qui fixe un échantillon représentatif non seulement au niveau statistique mais aussi en fonction d'une valeur objective qui correspond à la classification. Ne pas oublier que lorsque l'on a classé quelque chose, ce dernier est défini par un coefficient d'appartenance. Cette dimension, on doit en tenir compte au niveau de la méthode utilisée sur le terrain. Après avoir analysé ce que les différents sociologues et anthropologues du terrain ont utilisé comme outil d'investigation, nous en sommes arrivés au résultat suivant, qu'ils utilisent déjà sur le terrain certains procédés qui expriment davantage des propositions logiques, linéaires ou additionnelles, sans tenir compte de la complexité, ce qui leur permet de cerner la réalité sans la déformer, mais en la simplifiant au maximum, lui donnant une dimension assez plate, obtenant alors des réponses normées. Ainsi, les études renforcent la question de la normalité et nous présentent un individu social sans contradiction, ni tension sociale. Ceci dit, si l'on part du principe que le concept de temps et plus précisément celui de kairos sont un paramètre qui influence la formation des conduites sociales, il faudra bien parvenir à un procédé méthodologique permettant de cerner les conduites sociales qui en découlent qui inclut aussi l'imaginaire. Comme on vient de le voir, c'est un élément constituant du kairos. Au niveau épistémologique, la pensée de Castoriadis est très complexe car nous y trouvons des éléments constructivistes, mais aussi de l'épistémologie naturaliste ainsi que des approches hegéliennes. Il est trop critique envers le marxisme pour être considéré comme un néo-marxiste. Il a voulu synthétiser la pensée de la Grèce antique et mettre au diapason du monde contemporain certains fondements de cette source de pensée. Dans ce cas, notre démarche s'inscrit dans une épistémologie naturaliste qui adopte davantage une lecture du processus, afin de pouvoir le généraliser. Les axiomes géométriques appliqués aux conduites sociales, Mouchtouri, 2012/142, sont une opération audacieuse mais nécessaire pour pouvoir cerner les conduites en processus, à l'instar de l'épistémologie naturaliste. C'est pour cela qu'au niveau épistémologique, nous avons opté pour cette manière d'examiner les choses. La mise en place de ces axiomes comme procédé méthodologique permet de chercher à formaliser l'empirisme et aussi de comprendre l'existant qui est tout le temps en mouvement. L'application des axiomes, sur le thème de la temporalité dynamique du kairos et ses conduites, peut cerner les conduites qui sont exprimées par des formes comparables et proches les unes des autres, comme envers le temps. Ainsi, l'on a constaté que leurs propositions pouvaient très bien se représenter par les axiomes géométriques de Poincaré. Cela permet de rationaliser et modéliser les démarches des sociologues et anthropologues, en un procédé reproductible, qui rend une logique opérante. Revenir sur les axiomes par rapport au kairos tel qu'il était développé, en tenant compte à la fois de la construction réelle et de l'imaginaire est bien nécessaire. Les axiomes. Le procédé valide l'usage et la valeur de la classification. Cette dernière permet d'ordonner, mais c'est la méthode qui permet d'examiner. L'observation que nous proposons est un procédé pour élucider l'expérience sociale d'une conduite. Pour reprendre ce que Platon disait de la méthode, on part d'un principe pour arriver à un autre principe. Ainsi, notre démarche s'inscrit à la fois dans la perspective d'une épistémologie naturaliste qui s'attache à la tentative de conceptualiser sur la dynamique conceptuelle et dans un renouvellement des procédés opératoires, ceci afin de cerner les choses mouvantes, en paraphrasant ce que Nietzsche disait sur la pensée et l'action, un concept peut être démontré par un procédé. L'axiome de connexion. On pose que E égale ensemble, CS égale conduite suivie, CE égale conduite exprimant, E accent circonflexe CS, CE, flèche vers la droite. L'ensemble des conduites est connecté avec les différents types de conduites. L'axiome de connexion nous permet de remettre l'individu dans le contexte espace-temps. Grâce à lui, l'individu est en connexion avec une situation donnée dans le présent. C'est l'axiome de la situation et de la forme de la conduite individuelle. Il consiste à utiliser la démarche logique pour mettre en connexion l'individu et la situation. L'application d'un tel axiome nous permet de cerner les échanges établis dans un espace-temps donné. Chambard-Delot l'a notamment utilisé sur son terrain du monde urbain. On pourrait dire que c'est la première chose que fait spontanément un chercheur sur le terrain. Avec cette proposition logique, on peut arriver à une interprétation,
D'autre part, elle s'applique très bien au concept de temporalité sociale historique de Castoriadis dans la formation de l'imaginaire instituant et institué. L'axiome de l'ordre, être situé entre. On pose que E égale ensemble, X égale partie réelle, Y égale partie imaginaire, E, X, Y flèche vers la droite. L'ensemble des conduites implique une partie réelle et une part d'imaginaire. La particularité de cet axiome est l'introduction de l'imaginaire dans la question de la perception de l'espace-temps. Ce qui a permis aux anthropologues comme Chombar-Delot de montrer le rôle des aspirations dans les conduites sociales, ainsi que l'évolution de certaines valeurs qui peuvent former ce qui se définit comme temps social historique ou comme kairos invention. Cet axiome a été utilisé dans nos recherches sur les expressions culturelles des jeunes des quartiers populaires, mais également dans d'autres inspirés de l'anthropologie sociale et des urbanistes. L'axiome de la congruence. Formule E accent circonflexe CSCE égale EX, Y, flèche vers la droite. L'ensemble des conduites connectées aux différents types de conduites est identique à l'ensemble des conduites et implique les parties réelles et imaginaires. Le terme de congruence, nous le définissons comme dans la géométrie classique, égalité des formes au niveau des relations humaines. Ces dernières comprennent les axiomes de la durée d'une conduite selon les catégories de population, et également de la régularité de la conduite en fonction du temps social. Chez Castoriadis, nous trouvons dans le temps le kairos exprimé dans l'imaginaire radical, projet révolutionnaire. Grâce à cet axiome, on arrive à saisir s'il y a un mouvement propre à une conduite sociale et si celle-ci est typique ou atypique. Nous pouvons ainsi cerner les changements sociaux. Chez l'anthropologue Marc Auger 1994. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.